Bienvenue sur Ici Beyrouth pour une édition spéciale. Mon invitée est la sénatrice française Hélène Conway-Mouret, vice-présidente de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Armées au Sénat, rapporteure pour le budget de l'équipement des forces armées françaises et responsable des Français établis hors de France. Madame la sénatrice, merci d'être avec nous. C'est un grand plaisir. Vous avez eu 2 journées très chargées depuis votre arrivée au Liban. Vous avez rencontré entre autres le commandant en chef de l'armée Joseph Aoun, le député Michel Maouad et l'ancien député et chef du PSP Walid Jumblat. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de vos réunions et quels sujets ont été abordés? Alors bien évidemment, le sujet pressant est la guerre aujourd'hui qui fait rage au sud du Liban, de l'autre côté de la frontière, donc en Israël et sur la bande de Gaza aujourd'hui. Et puis, bien évidemment, la situation politique, économique du Liban et les perspectives d'avenir que nous pouvons envisager pour ce beau pays. Vous avez rencontré le commandant en chef de l'armée. Qu'est-ce que vous pensez de la prolongation du mandat du commandant en chef de l'armée? Parce qu'il y a eu beaucoup de critiques à son égard, comme quoi cette prolongation, en fait, a porté atteinte à la Constitution. Écoutez, nous sommes dans une situation de crise extrême et je pense qu'il faut, dans ces situations-là, eh bien, pouvoir faire en sorte que le pays reste stable, pouvoir avoir aux manettes ceux qui sont en capacité d'assurer la sécurité et la défense. Et je crois que le général Aoun l'a prouvé dans le mandat successif qu'il vient d'accomplir. Et moi, je vois cette prolongation doublement positive. D'abord parce que cela démontre que les politiques sont en capacité de se rejoindre, de former une coalition de ceux qui veulent en effet protéger leur pays, protéger l'avenir et protéger la population. Et puis également de se dire que nous avons là un chef d'état-major que j'ai rencontré déjà plusieurs fois, qui est en capacité aujourd'hui de pouvoir discuter à différents niveaux, au niveau international notamment, avec ses homologues qui lui font confiance et qui, malheureusement, dans un Liban qui n'a toujours pas de président de la République, avec on va dire une vacance politique, eh bien, dans le domaine au moins de la défense et de la sécurité, à l'international, il y a un interlocuteur crédible qui est le général Aoun. Et celui-ci a toutes les compétences. Nous avons échangé à la fois sur le partenariat avec la France, où la France est très présente aux côtés de l'armée libanaise, notamment en matière de formation, en matière d'équipement des forces armées, avec des Français, et là j'ai questionné les Français, mais en amont de cette visite, qui me disent combien ils sont heureux des stages de formation qu'ils donnent, avec la qualité de la réponse et de leurs interlocuteurs et la façon dont les Libanais répondent à ces formations. Et puis également des livraisons d'équipements qui permet au général Aoun, avec ses troupes, eh bien, d'assurer la sécurité du pays. Et je pense que cette stabilité est absolument primordiale aujourd'hui et le sera certainement demain pour la défense du pays. Vous étiez au Liban en février dernier et vous aviez insisté sur le fait que le sauvetage du Liban ne viendra pas de l'extérieur. Est-ce que vous êtes toujours de cet avis, surtout avec ce qui se passe à Gaza? Oui, encore plus, parce que dans les rencontres que je peux faire, et je l'ai déjà dit, alors je vais peut-être me répéter, mais il y a dans ce pays toutes les compétences, vraiment. Il y a des blocages politiques qui sont le fruit d'une histoire, qui sont le fruit de la façon dont ce pays, qui est un pays communautariste, eh bien, fait que voilà, chaque communauté doit pouvoir trouver sa place et tout ça est incroyablement compliqué. C'est beaucoup plus compliqué que dans un pays jacobin comme la France où on a un État et voilà. Donc, oui. Vous n'avez pas une milice pro-iranienne. Voilà, s'organise. Et donc là, nous avons en effet cette situation qui fait que la situation est compliquée, mais il y a en effet la possibilité et la prorogation qui vient d'être votée par le Parlement montre qu'il y a ces capacités, mais qu'à un moment, peut-être, vous savez, en situation de crise, on dit l'Europe avance
avec les crises. Eh bien, peut-être que le Liban, qui malheureusement a des crises successives, sera en capacité maintenant, parce que la crise est très très grave, ce qui se passe aujourd'hui en Israël et notamment à Gaza est vraiment d'une gravité extrême, eh bien de pouvoir sortir et de se dire que oui, il y a un avenir pour ce pays et que certains doivent laisser de côté leurs ambitions peut-être personnelles, leurs intérêts peut-être aussi personnels, et de se dire qu'il y a en effet un devoir collectif de trouver des solutions, et je pense que cela viendra de l'intérieur et certainement pas ni des Français, ni des autres. Nous sommes là, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de visites en ce moment. Hein. Oui, hier, il y avait en effet la ministre. Bon, le président est venu déjà plusieurs fois également. Donc, il faut voir chez les Français un intérêt pour le Liban. Un intérêt, je vais dire, qui est affectif et qui va au-delà simplement du rationnel. Mais la solution ne sera jamais française. Les Français qui viennent ici sont là, et j'en fais partie, pour accompagner, pour écouter, pour comprendre, et dans un dialogue, de faire aussi peut-être faire surgir des solutions, des idées dans l'esprit de l'interlocuteur, en le questionnant, en venant de l'extérieur et en le poussant en dehors de ses propres frontières, on va dire, personnelles. Et donc, je crois en effet en un certain nombre de personnalités qui ont vocation, en effet, à pouvoir un jour, je pense, eh bien, aider le Liban à trouver cette stabilité politique. Vous avez mentionné la visite de la chef de la diplomatie française, Catherine Colonna, qui était hier au Liban. Durant sa conférence de presse à la résidence des Pins, elle a insisté sur l'application de la résolution 1701 et sur la désescalade des tensions à la frontière libano-israélienne. Comment est-ce possible de pouvoir appliquer cette résolution et d'avoir recours à des mesures qui feraient baisser les tensions à la frontière tant qu'on a le Hezbollah, tant que le gouvernement est démissionnaire et tant qu'on n'a pas de président? Oui, alors, bien évidemment, c'est une condition sine qua non. Pour pouvoir négocier, il faut avoir deux parties. Oui. Bon, donc, et on voit bien aujourd'hui les difficultés justement avec les Palestiniens, c'est que tout le monde cherche une solution politique, mais pour avoir une solution politique, encore faut-il avoir un interlocuteur politique qui puisse négocier. Bon, qui souhaite négocier aussi. Oui, qui souhaite, mais qui sont en capacité d'eux, parce que représentatifs. Bon, donc là, c'est vrai qu'on a cette difficulté. Moi, je vois cette résolution comme la fin d'un processus. Je pense qu'en effet, il y a urgence à avoir une stabilisation de la partie sud du Liban, et donc cela passe par une reconnaissance claire et nette des frontières avec Israël. Ce que j'ai compris, c'est qu'il y a des négociations qui sont engagées déjà de longue date. Les parties n'étaient peut-être pas de chaque côté en capacité de vouloir avancer, de penser que c'était le moment, mais peut-être que ça l'est maintenant. Parce qu'Israël est engagé dans une guerre absolument féroce qui lui coûte, mais qui coûte à l'humanité et au monde un prix exorbitant en vie, en atrocité et en dénonciation de ce qui se passe. Et les images qui sont déployées là en attestent. Parce que s'il y a destruction de matériel, il y a aussi perte de vie colossale. Donc aujourd'hui, Israël n'a pas intérêt à ouvrir un deuxième front et de se dire qu'avec le Liban, il pourrait y avoir une guerre ou à cause d'une frontière qui n'est pas aujourd'hui délimitée correctement. Donc moi, je pense que les négociations sont importantes. Elles peuvent avoir lieu par le biais militaire également, puisqu'on parle de territoire, de défense de territoire, et d'avoir des interlocuteurs qui sont en capacité aujourd'hui de vouloir avancer alors que le nombre de points n'est pas très important. Il y en a un ou deux, dont un en particulier, qui peut poser problème. Mais si les deux parties sont en capacité de se dire qu'en effet, ils trouvent un compromis et que c'est une histoire de je cède ces quelques kilomètres pour prendre les autres kilomètres et qu'on se retrouve avec une frontière bien délimitée. À ce moment-là, il n'y a plus de prétexte ou d'excuse. D'un côté, de dire je dois défendre parce qu'attaquer, et de l'autre, de dire je dois défendre parce qu'occupé. Et donc, il y aura inévitablement une désescalade des tensions
qui sont aujourd'hui naturelles parce que les guerres se sont toujours passées sur des histoires de contestation de territoire, en fait. Oui. Mais dès lors que celui-ci est bien délimité, on peut déjà penser que les deux parties sont apaisées pour pouvoir négocier autre chose. Alors, est-ce que cela passe en effet par les différents points qui sont dans la résolution et qui pourront être appliqués? Oui, parce que si on commence à mettre sur la table la résolution et de se dire, voilà, il faut appliquer le point numéro 1, le point numéro 2, il y a toutes les excuses pour les uns et les autres de se dire, mais moi, je ne suis pas en capacité de le faire. Et donc, s'il y a blocage sur un point, la résolution ne pourra jamais être appliquée, donc elle s'arrête là. Et de se dire que la résolution sera appliquée parce que le contexte fera qu'elle pourra l'être et qu'il n'y aura plus des points de contestation entre les uns et les autres. Donc, c'est simplement une histoire de processus. Moi, j'essaye d'être incroyablement pragmatique et de se dire qu'il faut absolument trouver des solutions et ne pas s'imposer des obligations de blocage, de fait, parce que les uns et les autres ne sont pas dans une situation rationnelle. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop d'éléments en jeu qui s'entrechoquent et que donc il faut essayer de se dire, voilà, on va se donner ensemble un objectif. Et si on y arrive, on a déjà avancé. Y a-t-il des avancées sur le dossier de la présidentielle? Vous étiez là en février dernier, comme je l'avais déjà mentionné. On était en pleine vacances présidentielles, on l'est toujours. Est-ce que vous auriez des recommandations à faire à la classe politique libanaise? Alors, je n'ai pas l'autorité de faire des recommandations à la classe politique libanaise et je n'aurai certainement pas la prétention de détenir la solution parce que je crois que beaucoup y réfléchissent et s'ils ne l'ont pas trouvée en étant directement concernés, je ne pense pas qu'une politique française venant de l'extérieur, de façon répétée, certes, mais enfin des tiennes, ou alors il faudrait que je sois visionnaire, ce qui n'est pas le cas. Non, la différence entre le mois de février et aujourd'hui, c'est-à-dire il y a 10 mois, quelque part, malgré la situation qui est quand même incroyablement inquiétante, j'ai trouvé chez mes interlocuteurs un peu plus de sérénité, où chacun se dit, oui, nous allons y arriver. Petite note d'espoir, peut-être qui n'était pas là. Est-ce que c'est justement parce que ce qui s'est passé avec la prorogation, de se dire oui, nous sommes en capacité sur le plan politique finalement de trouver des accords et de pouvoir avancer sur des choses importantes. S'ils l'ont trouvé pour cela, peut-être qu'ils pourront le trouver aussi pour la présidentielle. Et de se doter d'un président, oui. Tous mes interlocuteurs jusqu'à présent ont dit oui, nous l'aurons. Oui, nous aurons un président. En tout cas, c'est nécessaire. Et ce n'était pas le cas il y a 10 mois. Donc, est-ce que ce serait la guerre de Gaza qui aurait déclenché ce sentiment chez les politiciens libanais? Écoutez, je ne sais pas ce qu'est l'élément déclencheur, parce que je vous donne simplement l'impression que j'ai eue, et c'est une impression qui est partagée chez tous. Okay. Alors que ce sont des personnalités très différentes, dans des domaines très différents les uns des autres, mais quand même, j'ai trouvé cette sérénité de se dire oui, nous allons y arriver. Je pense qu'il y a une série d'éléments, 10 mois ont passé, et peut-être une certaine maturité de se dire voilà, le moment va arriver et nous allons le trouver. Et donc les conversations que nous pouvons avoir, pour moi, vont dans le sens d'aider à avancer. Et ça ne sert à rien de presser quand ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment. Enfin, et ce n'est pas de l'extérieur que l'on vient en donnant des ordres ou des injonctions. Jamais, la France a beaucoup accompagné tout le processus électoral, enfin depuis le début de la vacance présidentielle, avec les nombreuses visites de l'envoyé Jean-Yves Le Drian. Oui, parce que le président s'est engagé. Le président est venu immédiatement après le désastre que vous avez connu avec l'explosion du port, bien sûr. Donc ça, c'était un élément, on va dire, de solidarité spontanée. Et puis, je crois que la visite du président une deuxième fois, où là, il a pris des engagements. Est-ce que ça relevait vraiment de ce qu'il devait faire? Je ne sais pas. En tout cas, il a senti la nécessité de l'exprimer.
Et donc aujourd'hui, eh bien, d'essayer d'aller au bout du processus et de se dire, voilà, nous nous sommes engagés en effet à vous accompagner et de déléguer. Jean-Yves Le Drian a été mon collègue au gouvernement, puisqu'il était ministre de la Défense quand j'étais ministre délégué aux Affaires étrangères au même moment. Donc nous nous rencontrions énormément parce que voilà, nous avions déjà un grand nombre de sujets, notamment en Afrique à l'époque, à discuter. Et donc Jean-Yves Le Drian est quelqu'un d'expérience qui a vécu eh bien, des situations de crise à répétition, malheureusement. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas une année où les crises ne se succèdent pas, qu'elles soient de tout ordre, hein, pas simplement de guerre, mais bon, les crises climatiques, enfin, voilà, mouvements sociaux, enfin, toutes sortes de choses. Et donc, il a cette expérience-là et peut-être aussi cette maturité, cette autorité, quelque part, de pouvoir parler. Je sais que c'est quelqu'un qui n'a pas la langue de bois et qui peut parler de façon assez directe à certains interlocuteurs, ce qu'il fait. Ce qu'il a fait, il l'a prouvé. Et peut-être de les bousculer un petit peu dans leurs convictions personnelles pour les aider à repenser, à réfléchir. Ou peut-être les convaincre qu'ils ont raison, parce que ça peut aller dans les deux sens. En tout cas, je pense que c'est peut-être nécessaire. En tout cas, nous allons continuer. Moi, je vais continuer à œuvrer pour la paix. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans cette région nous implique tous. Voilà, nous concerne tous, pour des raisons à la fois personnelles, amicales, historiques et ainsi de suite, mais également parce que je crois que nous sommes tous connectés aujourd'hui, que ce qui se passe ici a un impact également dans d'autres pays, dans la formation, vous savez, dans ce nouvel ordre mondial dont on parle. Et je crois qu'il faut absolument que l'Occident fasse très très attention de ne pas basculer, de ne pas se retrouver dans un camp qui serait tellement limité à l'Europe et les États-Unis que le reste du monde serait contre ce que représentent finalement encore ces démocraties et ce que nous aimons et ce qui a été forgé dans le temps avec les Lumières et tout le reste. En tout cas, nous en sommes les héritiers et je pense que nous avons le devoir de pouvoir le transmettre parce que c'est quand même très très beau. Je voudrais maintenant me pencher sur la guerre à Gaza. Comment avez-vous perçu les attentats du 7 octobre? Bien, je crois que comme tout un chacun, c'est-à-dire sidéré par ces attentats, c'est un attentat terroriste, bien évidemment, et je crois qu'il faut le nommer ainsi, de civils massacrés, innocents, pour certains qui faisaient la fête, pour d'autres qui étaient tout simplement chez eux. Et je crois que le monde entier a été sidéré par la brutalité et par les atrocités de ce massacre. La France œuvre-t-elle toujours pour une solution à deux États aujourd'hui? Oui, bien évidemment. Alors, avec également, vous savez, ce sentiment de culpabilité, en tout cas, moi, que je vais exprimer, hein, c'est peut-être un peu plus personnel que collectif, mais c'est important. Cela fait longtemps que la France défend eh bien, deux peuples, deux États qui peuvent cohabiter. Ce n'est pas le seul pays qui le fait, mais qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous attendu? Il y a eu des attentats qui ont été dénoncés, des exactions de part et d'autre, de se dire que les Israéliens exagèrent quand même en emprisonnant un grand nombre de Palestiniens sans jugement et que cela ne rentrait pas dans les règles internationales que l'on connaît. Des attentats du côté palestinien, d'exaspération voilà, de gens qui n'ont plus d'espoir et qui vivent en effet une sorte à la fois d'angoisse de la vie, de colère, et de se dire qu'ils méritent mieux et qu'ils veulent autre chose et qu'ils ont droit à autre chose. Mais au-delà des dénonciations, il n'y a pas eu de mobilisation au niveau international pour dire, bon, aux Palestiniens, il est important que vous ayez une représentation politique. Ça fait combien d'années qu'il n'y a pas eu d'élection? Est-ce que le Fatah aujourd'hui représente le peuple palestinien? Oh non, est-ce que Mahmoud Abbas représente? Non. Donc, pourquoi les instances internationales et la France et d'autres pays n'ont pas bougé pour pousser les Palestiniens à avoir une représentation et pousser les Israéliens à vouloir, en effet,
négocier et d'arrêter la colonisation. Ça fait combien de temps que la Cisjordanie est colonisée de façon progressive, non pas par des gens, on va dire, pacifistes, non, mais par des colons extrémistes qui, demain, s'ils devaient être délogés de ce qu'ils considèrent comme étant leur territoire, je pense que ça se passera très très mal. Et ça sera l'armée israélienne qui ira armée contre des colons armés, puisqu'ils le sont aujourd'hui, pour les déloger. Mais ça va se passer comment? Ça sera une guerre civile en Israël. Donc voilà, on a laissé faire. Moi, je suis allée en Cisjordanie et franchement, le territoire est tentaculaire aujourd'hui. Hein, les Palestiniens ont été dépossédés de leurs terres. Parfois, ils habitent dans un village et ils ont leurs terres à l'autre bout. Il faut passer par des barrières de barbelés, enfin, qui sont ouvertes une fois le matin, une fois le soir. Enfin, et donc, on a rendu la possibilité de 2 États impossible, en tout cas invivable pour les Palestiniens. Et ça, nous avons laissé faire. Et donc, je pense qu'il y a une responsabilité aujourd'hui internationale d'une situation où nous nous complaisons, nous nous plaisons à vouloir en effet, de façon utopique, dire oui, 2 États, mais comment vont-ils être réalisés du côté palestinien? Israël, bon, on connaît son territoire, même si au nord, oui, avec le Liban, il y a encore des choses à négocier. Mais enfin, tout cela est réglé. Mais pour les Palestiniens, où en sommes-nous aujourd'hui? Et qui va prendre l'initiative de dire, voilà, en effet, les Palestiniens ont le droit à un peuple, ils ont droit à une représentation politique, ils ont droit à avoir une vie, un travail, sans avoir à passer une frontière tous les matins pour aller travailler dans un autre État et gagner leur vie et d'avoir leur vie dépendante d'autorités qui ne sont pas les leurs, qu'ils n'ont pas choisies, qui leur sont imposées. Enfin, tout ça est insupportable pour les Palestiniens, invivable aussi, et je ne vois pas aujourd'hui, même si nous devons essayer de le réaliser, voilà, comment nous allons le faire. Je crois qu'il faut, dans la fin il faut que le massacre de Gaza s'arrête le plus vite possible, mais je crois qu'il faut essayer de réfléchir à l'avenir du peuple palestinien. Il va se passer où? Ce n'est pas ce que la communauté internationale est en train de faire actuellement à Doha, en Arabie Saoudite. Et heureusement, mais pour l'instant, les solutions, vous savez, sont très difficiles à trouver. Et heureusement que certains s'y attellent. Moi, je fais partie de ceux qui travaillent ardemment, absolument, à la fois à la paix, parce que je pense que c'est la plus belle chose dans la vie, et que quand on est dans un pays en guerre et que l'on vit dans la destruction de son environnement, mais il ne reste rien. Il n'y a aucun avenir il n'y a pas de vie au quotidien, il n'y a pas d'avenir pour ses enfants, enfin, il n'y a rien. Donc la paix est la chose la plus précieuse. Donc il faut travailler à la paix, mais il faut travailler surtout dès maintenant à l'avenir de ce peuple palestinien qui ne va pas continuer à être un peuple de réfugiés, quelques millions dans un pays, un autre million dans un autre, et ce n'est pas tenable, ce n'est pas possible. Donc il faut vraiment que nous réfléchissions collectivement à trouver une solution et peut-être l'imposer, en effet, en faisant respecter ce qui a été voté il y a très longtemps, les accords d'Oslo et ainsi de suite. Voilà, on n'en parle plus, on n'ose plus aujourd'hui. Mais à un moment, il va falloir quand même peut-être revenir sur ce qui avait été tenté, ce qui n'a pas marché jusqu'à présent, et de faire en sorte de se poser des questions. Comment nous allons y arriver, et surtout, quel avenir allons-nous donner au peuple palestinien? Je pense que ça fait partie de la solution et du cessez-le-feu qui doit être imposé le plus vite possible, à mon goût. Merci beaucoup, Madame la sénatrice. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. Vous pouvez revoir l'intégralité de cette émission sur notre site internet et sur tous nos réseaux sociaux. À très bientôt.